BATNA, ou meilleure alternative à un accord négocié. Imaginez ceci, vous achetez une voiture d'occasion, le concessionnaire vous propose 10 000 euros et vous êtes tenté. Mais avant d'entrer dans la concession, vous avez déjà trouvé une voiture similaire en ligne pour 9 000 euros. Cette voiture à 9 000 euros, c'est votre BATNA, c'est votre plan de secours, c'est votre solution de rechange si cet accord échoue. Ce concept vient de Getting to Yes, projet de négociation Harvard. La BATNA vous donne du pouvoir en vous permettant de quitter la table des négociations si vous le souhaitez. Plus vos alternatives sont fortes, plus vous avez de pouvoir à la table des négociations. Des recherches montrent même que le simple fait de savoir que vous avez une BATNA vous permet de négocier avec plus de confiance. La clé est de toujours connaître vos options. Si vous passez un entretien d'embauche, par exemple, passez-en plusieurs. Lorsque vous vendez quelque chose, pensez à mettre en concurrence des acheteurs. Et même, si vous avez un rendez-vous galant, ça me fait pas mal de se dire je sais qu'il y a d'autres poissons dans la mer. Dans cette vidéo, on va vous résumer en quelques minutes les 14 techniques enseignées à Harvard sans que vous ayez à débourser 10 000 euros la semaine pour ces informations exclusives. Merci encore à la chaîne Growth Summary pour les slides. Et comme le dit Donald Trump dans The Heart of the Deal, négocier, ce n'est pas simplement obtenir un meilleur deal. C'est un jeu d'influence où chaque mot, chaque posture et chaque stratégie comptent. Et les meilleures techniques, eh bien, elles viennent d'Harvard. Et ça tombe bien, avec François, nous sommes certifiés en négociation à Harvard depuis 2 ans. Si vous voulez savoir comment les appliquer concrètement dans votre propre situation, que ce soit pour un départ, une augmentation ou une négociation de contrat, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo. Je m'appelle Amalric, expert en négociation de départ et fondateur de rupturepro.com. Je prépare les cadres à quitter leur boîte dans les meilleures conditions. Ma mission, vous éviter un refus catégorique. Ne pas vous faire avoir par les RH, mais encore maximiser vos indemnités. Donc si vous voulez apprendre comment négocier intelligemment votre rupture professionnelle, abonnez-vous à cette chaîne parce que ça pourrait vous servir un jour ou l'autre. L'ancrage, disons que vous vendez un canapé sur le bon coin. Vous mettez en vente pour 500 euros, même si vous êtes d'accord pour le lâcher à 300 euros. Le premier chiffre que vous lancez, 500 euros, c'est votre ancrage. Et voici l'astuce. Ce nombre donne le ton pour l'ensemble de la négociation. L'ancrage fonctionne parce que les gens se fixent naturellement sur le premier numéro qu'ils entendent, même s'il est arbitraire. Des études montrent que même les négociateurs expérimentés ne sont pas à l'abri de l'effet de l'ancrage. Cette tactique est mise en évidence dans Negotiation Skills Genius des professeurs Deepak Malhotra et Max Bazerman d'Harvard. Ils expliquent que faire la première offre permet de contrôler la fourchette de discussion en poussant l'autre à se rapprocher de votre résultat idéal. La clé, commencez haut si vous êtes vendeur, et bien sûr, commencez bas si vous êtes acheteur. Assurez-vous simplement que votre ancrage est bien réaliste. Trop déraisonnable et vous effrayerez l'autre partie. Le win-win versus le jeu à somme nulle. Imaginez ceci. Un patron de petite entreprise négocie avec un fournisseur. Le patron veut des prix plus bas pour rester compétitif. Le fournisseur, quant à lui, souhaite que les commandes plus importantes puissent lui permettre d'augmenter son bénéfice. Il semble qu'il faille que l'un perde pour que l'autre gagne. Mais au lieu de se battre, il trouve une solution créative. Le patron de la PME accepte un contrat à long terme. Et en échange, le fournisseur baisse son prix. Donc, les deux parties gagnent. C'est une négociation win-win, gagnant-gagnant. Une pierre angulaire pour arriver au yes, par Fisher et Heuret, ce livre, il ne s'agit pas de faire de compromis ou de couper la poire en deux. Il s'agit finalement de créer plus de valeur pour les deux parties. Dans un état d'esprit gagnant-gagnant, la négociation devient un effort de collaboration pour élargir le gâteau et non pour diviser un gâteau existant. La clé est de passer de la compétition à la coopération. Considérez la négociation comme la résolution d'un problème partagé, pas comme une bataille pour des ressources limitées. Concentrez-vous sur les intérêts, pas sur les positions. Imaginez maintenant que vous vous disputez avec un ami pour savoir ce que vous allez prendre pour le dîner. Il veut des sushis, vous avez envie de pizza. Au lieu d'argumenter, demandez, et vous comprenez d'ailleurs qu'il veut en fait quelque chose de léger et de sain. Alors vous proposez un bar à salade, quelque chose qui fonctionne pour vous deux. Le problème est donc résolu. C'est un autre principe fondamental pour arriver au oui. Ce qui veut dire que plus vous clarifiez votre position et la défendez contre les attaques, plus vous vous y engagez. Nos positions sont des revendications superficielles, ce que les gens disent qu'ils veulent, alors que les intérêts sont les raisons sous-jacentes à ces demandes. Ce sont elles dont il faut se soucier. La clé est donc de se demander pourquoi, mais aussi en quoi c'est important pour l'autre. Ce type de question fait avancer la conversation au-delà des positions fixes, vers les motivations réelles des gens. Il faut toujours chercher à lever des lièvres, savoir ce qui se cache derrière, en comprenant bien les intérêts de chacun. Et vous pouvez d'ailleurs créer de nouvelles solutions qui satisferont les deux parties. Les normes équitables. Vous marchandez le loyer avec un futur propriétaire potentiel. Il veut 2 000 euros par mois. Vous voulez 1 500 euros. Au lieu de discuter sans fin, vous suggérez de regarder finalement des annonces de location sur un site pour voir quel est le prix des appartements dans le coin. Le propriétaire est d'accord. Et vous vous entendez finalement tous deux sur une somme à 1 750 euros. Un prix soutenu par une norme équitable. Cette tactique décrite
pour arriver à un oui repose sur l'utilisation de critères objectifs pour guider vos négociations. Lorsque les émotions ou les préjugés menacent de faire dérailler la discussion, des normes équitables telles que les données objectives du marché, les références de l'industrie, une jurisprudence ou un avis d'expert peuvent faire reposer la discussion sur une base logique. La clé est de faire appel à un intervenant externe, une norme que les deux parties peuvent considérer comme raisonnable. Il ne s'agit pas seulement d'équité, il s'agit de faire l'accord ensemble pour que l'accord semble légitime, juste pour tout le monde. Distinguer les personnes du problème. Imaginez-vous en train de gérer une équipe de 2 personnes, les collègues se disputent sur les délais du projet, l'un dit que l'autre est paresseux, tandis que l'autre répond que les attentes sont irréalistes. Les esprits sont tendus et rien n'est résolu. Au lieu de prendre parti, vous suggérez de vous concentrer sur le vrai problème, qui est de savoir comment équilibrer la charge de travail pour respecter les délais. Et cette tactique consiste à séparer les émotions personnelles du problème en question. La clé est de traiter l'autre personne en tant que partenaire, pas en tant qu'adversaire. Reconnaissez leur point de vue, mais gardez la conversation concentrée sur la résolution du problème commun, sans attaquer les uns les autres, sans reproche, sans prise de parti. Le problème de bundle. Vous négociez une augmentation avec votre manager, vous voulez un salaire plus élevé, mais il refuse. Il refuse en disant que le budget est trop serré. Au lieu de vous contenter de discuter du salaire, vous essayez d'élargir le champ de la discussion. Posez des questions sur les bonus potentiels, le télétravail en hybride, ou encore plus de jours de RTT. En regroupant ces questions dans le cadre de la négociation, vous créez plus de place pour les compromis, ce qui rend plus facile de parvenir à un accord qui fonctionne pour les deux côtés. Ce concept est souligné par le professeur Deepak Malhotra de la Harvard Business School, co-auteur, on l'a vu, Negotiation Genius. Il souligne l'importance d'être flexible dans ce qu'il appelle la monnaie dans laquelle nous sommes. La clé est de ne pas se concentrer uniquement sur une demande que nous avons, mais de penser à ce qui pourrait être utile pour vous ou l'autre partie. Parce que lorsque vous regroupez les problèmes, vous êtes plus susceptible de trouver une solution qui satisfera les deux côtés. Le silence est d'or. Imaginez-vous achetant une voiture et là le vendeur dit 25 000 €. C'est à prendre ou à laisser. Au lieu de réagir immédiatement, vous faites une pause. Vous vous asseyez, vous croisez les bras et vous laissez un silence. Le vendeur, mal à l'aise avec le silence, ajoute rapidement peut-être on peut discuter un petit peu. Cette tactique est un outil puissant qui permet de renverser la vapeur sur l'autre partie. Le livre, encore une fois, Negotiation Genius, dit que les négociateurs efficaces comprennent non seulement le pouvoir du silence, mais aussi le besoin d'être à l'aise avec cela. Les gens comblent les silences et les pauses gênantes avec des concessions, ou du moins des informations supplémentaires. La clé est de rester calme, de résister à la tentation de parler et de laisser un silence et le silence faire son travail. Et la technique suivante est similaire. On l'appelle le sursaut. Vous négociez le prix d'une voiture d'occasion et le vendeur dit 15 000 €. Au lieu d'acquiescer calmement, vous sursautez. Wow, 15 000 €. Vous levez les sourcils, surpris, un pas en arrière, et vous répétez le montant. 15 000 €. Le vendeur hésite, incertain si son prix était finalement trop haut, et il répond rapidement, bien, nous pourrions peut-être capables de trouver une solution. C'est le sursaut. C'est une réaction non verbale qui signale la surprise ou l'inconfort face à une offre. C'est simple, mais incroyablement puissant. Cette tactique est abordée, encore une fois, dans un autre livre qui s'appelle Secrets of Power Negotiating de Roger Dawson. Ça fonctionne parce que les humains sont programmés pour réagir. Ils sont programmés pour réagir aux signes sociaux, en particulier à l'inconfort. Un sursaut peut faire douter l'autre de son offre et le pousser à reconsidérer sa position, finalement sans formuler grand-chose de plus. Mais assurez-vous aussi de garder votre réaction vraiment authentique, parce que si c'est trop exagéré, ça peut se retourner contre vous. Le biais de réciprocité. Vous négociez un contrat avec un client, vous souhaitez un tarif plus élevé, mais il hésite. Alors, vous proposez quelque chose en premier, un délai plus rapide, du temps ou un service complémentaire en bonus. Soudain, le client se sent obligé de donner quelque chose. Donner lui aussi quelque chose en retour, comme un taux plus avantageux ou un discount. C'est le biais de réciprocité, l'un des 6 principes d'influence décrits par le professeur Robert Cialdini dans son livre Influence. Lorsque vous donnez quelque chose de valeur, cela crée automatiquement un sentiment d'obligation pour l'autre de retourner la faveur. Et les recherches de Cialdini ont révélé que même les petits gestes, comme offrir à quelqu'un une boisson gratuite, peut augmenter considérablement leur volonté de dire oui à un accord plus large. Les miroirs. Vous êtes dans une négociation et l'autre partie dit « nous avons besoin que ce projet soit terminé 30 jours ». Au lieu d'accepter ou de refuser immédiatement, vous allez répondre simplement 30 jours. C'est un simple miroir de ce qu'ils viennent de dire. Mais dans les négociations, cela peut faire des merveilles. Ils commenceront à se justifier sur pourquoi l'échéance est importante, révélant des détails plus précieux que vous pouvez utiliser pour élaborer un meilleur accord. Il s'agit d'une mise en miroir, une tactique mise en évidence par Chris Voss. Ne coupez, dans son bouquin d'ailleurs, ne coupez pas,
la poire en deux. Répéter subtilement les mots ou le ton de quelqu'un montre que vous êtes à la fois à l'écoute et instaure la confiance, en les invitant à en dire plus. Pression des deadlines et des ultimatums. Imaginez que vous achetiez une maison et que le vendeur vous dise nous avons un autre acheteur en vue, donc nous avons besoin de votre offre finale d'ici demain. Soudain, vous ressentez la pression. Vous ne voulez pas perdre l'affaire, alors vous précipitez votre décision plus vite que prévu. C'est le pouvoir de la pression des ultimatums. La plupart d'entre nous se souviennent qu'à l'école, ils attendaient le dernier jour pour commencer un devoir à rendre. Bien que cette tactique fonctionne en utilisant la même psychologie, fixer une limite de temps crée un sentiment d'urgence, poussant les gens à agir. La clé est d'utiliser des deadlines avec parcimonie et de manière stratégique. C'est très important. Une contrainte de temps crédible peut pousser l'autre à donner la priorité à votre accord, mais si vous sentez que c'est plus une posture arbitraire ou manipulatrice, elle peut se retourner contre vous et entamer la confiance mutuelle. Établir une relation de confiance. Vous négociez avec un nouveau client et vous remarquez une photo de son chien sur son bureau. C'est votre chien, j'ai exactement celui-ci, le même à la maison. Le client sourit et parle de son animal de compagnie. Pendant quelques minutes, la conversation semble plus détendue et quand vous arrivez enfin à discuter de l'affaire, il est beaucoup plus coopératif. Il s'agit d'établir une relation de confiance, une stratégie enseignée à Harvard et au MIT. Trouver un terrain d'entente, comme des intérêts ou des expériences partagées, renforce la confiance et facilite les négociations. D'ailleurs, avant de parler de techniques pernicieuses comme celle du grignotage que les RH utilisent pour raboter vos avantages sans vous en rendre compte, n'oubliez pas que si vous êtes cadre et que vous pensez à tourner la page, ou que vous sentez le vent tourner, c'est une opportunité pour négocier votre départ intelligemment. Et avec un chèque donc. Les entreprises n'aiment pas le rapport de force et elles veulent surtout éviter un scandale interne ou un dossier compromettant. Donc si elles sentent que vous connaissez les règles du jeu, elles préféreront négocier un bon accord plutôt que de vous laisser traîner sans solution. Mais donc pour ça, il vous faut une approche subtile et surtout ne pas faire n'importe quoi. Rappelez-vous, vous n'avez qu'une seule cartouche. Si vous voulez qu'on vous aide à mettre en place la meilleure stratégie de départ pour maximiser vos conditions de départ, vous pouvez prendre un premier rendez-vous sur rupturepro.com. On analysera ensemble votre situation, on vous donnera directement vos chances de succès, le lien est sous la vidéo. Donc maintenant, revenons à nos moutons. Le grignotage. Vous négociez un nouveau contrat sur une voiture et après avoir convenu du prix, le concessionnaire vous dit « Super, juste pour finaliser, il y a des frais administratifs de 200 € en plus. » Vous ne vous y attendez pas, mais vous acceptez à contre-cœur. Vous ne voulez pas faire capoter toute l'affaire. Eh bien, c'est ce qu'on appelle le grignotage. Il glisse une petite demande après que l'accord principal ait été conclu. Et voici comment vous pouvez renverser la situation. Après avoir accepté le prix de la voiture, peut-être que vous pouvez lui dire « Au fait, peux-tu m'offrir les tapis pour les pieds ou un plein d'essence ou tel gadget ?» Maintenant, le grignoteur, ne voulant pas risquer de faire capoter son affaire, accepte rapidement. Et maintenant, le grignotage fonctionne dans votre sens. Cette tactique évoquée dans le livre de négociation, encore une fois, Power Negotiating Secrets, fonctionne parce que les demandes mineures semblent insignifiantes par rapport à l'accord plus important déjà conclu, ce qui les rend forcément moins susceptibles d'être contestés. Cadrer ou framer les problèmes en commun. Vous êtes dans un magasin de chaussures et vous lorgnez sur une paire. C'est tout simplement hors de votre gamme de prix et au lieu de discuter avec le vendeur à propos du prix, eh bien vous allez lui dire « J'aime vraiment ces chaussures, mais elles dépassent légèrement mon budget. Y a-t-il un moyen pour vous de m'aider ?» Le vendeur parle à son responsable et revient vers vous et vous propose une remise et vous repartez tout content. Cette approche enseignée par le professeur Margaret Mead à Stanford fonctionne en cadrant votre demande un problème commun que vous pouvez résoudre ensemble. En disant « j'ai un problème, peux-tu m'aider ?» Vous déplacez la négociation d'un face-à-face à un effort côte à côte, ensemble, favorisant la coopération au lieu du conflit. Le principe de contraste. Vous achetez un costume. Le vendeur vous montre d'abord un produit haut de gamme, magnifique, costume à 2000 €. Après avoir exprimé une hésitation, il présente un autre costume, tout aussi de haut de gamme, et qui ne coûte cette fois-ci que 1000 €. En comparaison, ça semble être une super affaire. Imaginez maintenant que vous regardiez deux cercles identiques, les deux oranges. L'un est entouré de cercles plus petits et l'autre par des cercles plus grands. Pour la plupart des gens, le premier cercle entouré des petits cercles semble plus grand, même s'ils ont exactement la même taille. Eh bien, c'est exactement ce qu'on appelle le principe de contraste relatif qui est à l'œuvre. Notre cerveau perçoit les choses par rapport à ce qui nous entoure, et non pas de manière isolée. Donc, dans les négociations, nous pouvons utiliser ce principe de manière stratégique. Par exemple, si vous commencez par une offre plus conséquente mais moins avantageuse, votre seconde proposition, plus réaliste, semblera beaucoup plus attrayante par effet de contraste. Bon, c'est une astuce simple qui peut changer la façon dont les gens voient votre offre sans rien changer à celle-ci.